Bon, alors en attendant qu'il arrive, on va faire un petit peu un tour de table, hein, une table un peu numérique, mais bon, ça fait rien, hein. Voilà, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mais ça m'étonnerait. Donc, Claudine Vida. Je suis là ce soir parce qu'on travaille on contribue au titre de l'Université de Lorraine à actualiser la notion d'attractivité avec le sillon lorrain. Donc Claire qui est là nous en dira aussi quelques mots. Voilà, et puis je vous dirai tout à l'heure un peu plus en détail en quoi cet exercice de ce soir va contribuer à une démarche un petit peu plus globale. Peut-être Claire, si elle a fini, tu as fini ton appel, Claire? Oui, je suis là, pardon. Désolée pour le Ouais. délai. Donc, bonjour à tous, Claire Crunella, Sillon Lorrain. Un problème de caméra, je crois, ou de connexion? Je peux la mettre, mais si je mets la caméra, on me voit, mais on m'entend pas. Donc, Alors, on va tenter. là, je fais un coucou comme ça en 2 minutes, Voilà. mais je vais la recouper parce que sinon, on m'entendra pas. Ok, super. Merci pour le coucou. Donc, bonjour à tous. Au sein du Sillon Lorrain, moi, je travaille sur les problématiques d'attractivité, notamment relatives à la question d'attractivité des talents. Donc, pas nécessairement exactement le cœur du sujet aujourd'hui, mais je pense qu'il y a toujours des connivences entre les différents sujets. C'est toujours intéressant d'entendre les solutions, les problématiques de tous les territoires. Et je ne sais pas si je serai une grosse force de proposition, mais je suis là surtout pour écouter vos problématiques, vos solutions et le débat de ce soir. Merci. Cécile. Alors, Cécile Gardan, je suis directrice des services de la communauté de communes Terre Touloise. Super. Et Fabienne? Alors, Fabienne Hutte-Laurent, je suis en charge, enfin je travaille en lien avec le directeur général des services, qui est également le développeur économique du territoire, et je pilote plus particulièrement également le programme Petite Ville de demain sur l'intercommunalité, programme dans lequel sont engagées 3 communes, donc la ville-centre, Frémin-Merle-Bac, plus Faré-Villers et Homboureau. Donc la communauté de communes de Frémin-Merle-Bac, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas justement un ancien bassin minier. Et Fabienne a accueilli 70 élèves ingénieurs de dernière année il y a quelques mois. Donc Oui, voilà, oui, expérience. Voilà l'expérience avec de jeunes compétences, futurs contributeurs des activités industrielles des territoires. Et Oussama. Donc, vous m'entendez? Oui. Oussama Amimi, je suis chef de projet la communauté de communes Bassin-Pompée au pôle économie, attractivité, emploi, auprès de la direction générale des services. Et je suis également doctorant à l'ERPI. Voilà, Université de Lorraine. Et vous êtes en charge de quel projet particulièrement? Je suis en charge, oui, du projet Campus d'innovation, donc, qui est porté par le président de la communauté de communes. D'accord. Ok. Faites-moi. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, Fedwa Kasmi, je suis chercheur au laboratoire ERPI à l'Université de Lorraine et j'ai fait une thèse sur le développement économique des territoires en lien avec les questions de la transition environnementale, socio-économique et environnementale. Merci. Corentin? Moi, Corentin Benivzac, je suis ingénieur d'études pour l'Université de Lorraine, enfin le laboratoire ERPI, et je travaille avec Claudine. Je l'accompagne sur tous ces projets, le projet qui est de la Charity sur le sillon lorrain, l'accompagnement des comités de communes sur les questions de transition et d'attractivité. Merci. Alors, bon, Jérôme nous rejoindra. Regardez voir Oussama s'il nous rejoint ou pas, mais à midi, il m'avait dit qu'il serait là. Alors, peut-être situer, Cécile, avant que je vous lance la première question, resituer à quoi ce webinaire va contribuer. Hein, si on peut directement aller, vous avez une slide 3, voilà. Et je parle avec la complicité de Claire. Aujourd'hui, et vous allez tous et toutes nous parler un peu de cette question-là, Fabienne l'avait aussi partagé son expérience sur Frémin-Merle-Bac. Aujourd'hui, je pense que nombre d'entre vous, d'entre nous, réfléchissons à cette actualisation de la notion d'attractivité. Et nous cheminons vers quelque chose qui, grâce à vous, commence à se dessiner.
notamment l'idée de faire ce qu'on pourrait appeler un focus group, voilà, ou Living Lab, peu importe, avec des publics cibles sur les territoires. Alors à la fois les jeunes 20-40 ans qui intéressent particulièrement Claire, mais aussi peut-être avec les nouveaux entrepreneurs et je sais que la Comcom, par exemple, sur Pompée, Oussama aura peut-être l'occasion d'évoquer, nous permet de dialoguer avec des nouveaux entrepreneurs via le CAREP, entre autres choses. Et puis peut-être aussi qu'il serait intéressant dans les cibles nouvelles de voir les futurs nouveaux seniors qui ont certainement des attentes fort différentes des seniors actuels. Et donc l'idée de ce focus group, c'est de voir comment on comprend mieux ces publics cibles et comment on va dialoguer, faire dialoguer les acteurs des collectivités que vous êtes, qui auront l'occasion un peu de s'exprimer, de partager leur expérience, pour faire émerger quelques points. Et notamment, on l'a évoqué avec Claire, les premiers résultats de ce focus group pourraient être partagés, seront partagés lors de la conférence métropolitaine du Sillon Lorrain, je crois, octobre-novembre, mais en conclusion, peut-être que Claire, tout à l'heure, nous en dira quelques mots. On a émis aussi l'idée que les participants, quelques représentants de ce focus group, et puis les responsables territoriaux qui se sont investis dans le cadre de cette réflexion, seraient aussi participés à partager et à participer de cet échange avec les élus. Et donc, ces webinaires que Fabienne a démarré avec Frémin Merlebach. On a eu aussi un échange à plusieurs voix autour de Saint-Dié, Neuchâteau, Rive de Moselle, et puis maintenant autour de Cécile, à nouveau avec Frémin Merlebach et avec Pompée. L'idée, Cécile, au-delà de ce partage d'expérience, c'est aussi de faire émerger un certain nombre de sujets, de questions qui pourraient être intéressants de mettre en pâture et de travailler avec ces publics cibles dans le cadre de ce focus group. Voilà, alors je voulais resituer ça dans ce cheminement. On est dans des cheminements qui s'enrichissent au fil de l'eau. C'est pour ça que j'appelle ça de la maïeutique. On fait accoucher progressivement les questions, les problématiques. On n'est plus dans ce monde de la réflexion linéaire. Voilà. Mais je voulais quand même recadrer ça pour vous montrer à quoi va contribuer ces échanges. Et merci Cécile voilà, de nous réunir autour de l'expérience de Toul, et en tout cas de votre belle Comcom. Alors moi j'ai une première question, Cécile, si vous en êtes d'accord, d'entrée de jeu. On a vu en quoi votre territoire est riche en friches, et on a envie de regarder sur votre territoire comment les friches permettent de réinventer un territoire de production. Voilà, on resitue, pour ceux qui ne resitueraient pas. Voilà, une belle photo de Cécile. Oui, c'était il y a un certain temps, mais c'est très bien. Voilà, c'est très bien, mais je trouve que là, vous êtes mieux en live qu'avec une belle couleur rayonnante jaune, ça éclaire bien. Alors moi, j'ai une première question, Cécile, avant de revenir sur resituer particulièrement cette problématique du rebond et de la façon de réinventer un territoire de production à partir des friches. Aujourd'hui, si vous prenez un petit peu de recul sur ce territoire de production, comment vous pourriez aujourd'hui situer le sens des actions que vous avez à conduire sur ces territoires de production? Comment vous construisez le sens de ces politiques publiques pour actualiser cette évolution, cette transformation, cette dynamique de vos territoires? Voilà, je pense d'entrée de jeu, je vous pose cette question sur le sens. Quel sens vous donnez finalement à vos réflexions, à vos actions, à vos politiques publiques? Alors, c'est une question qui est large, qui est riche. Prendre un petit peu de recul sur notre territoire et voir quel sens on a donné, moi, ça m'oblige un peu
à, à- à vous dire qu'avec le temps, ce sens-là, il a évolué. On est un territoire multifriche, hein. On n'a pas que des friches industrielles, on a aussi des friches hospitalières et puis on a des friches militaires, comme dans pas mal de territoires. Et là où on pouvait avoir une logique uniquement de réappropriation du foncier, il y a encore une dizaine d'années, quand Kléber a fermé, hein, et qu'on a eu cette friche industrielle, ce cataclysme, hein, sur le territoire à la fermeture de Kléber en 2008, on a d'abord eu une logique de réappropriation du foncier et d'espèce d'impératif de remettre, c'est un impératif qui est toujours vrai, mais qui a quand même un peu évolué, de remettre de l'emploi. On perdait 826 emplois. Il fallait que sur ce territoire, on continue à avoir des familles, des gens qui viennent travailler, de l'activité, pour concourir à l'attractivité, mais pas que. Aussi pour garder de l'activité sur cette zone et que ça ne devienne pas une espèce de no man's land du territoire. Donc, il y avait vraiment une logique de la collectivité en réappropriation foncière pour maîtriser son destin et pour faire revenir de l'emploi. Aujourd'hui, c'est toujours vrai, mais ça va un petit peu plus loin. Je vois aujourd'hui sur une friche hospitalière comme celle de l'hôpital Jeanne d'Arc, c'est aussi beaucoup d'emplois, hein, qui sont partis quand l'hôpital Jeanne d'Arc a fermé. C'est une friche qui est à Dommartin-les-Toules, où je vois sur la quasi-friche du parc de Haye, qui est sur Bois de Haye, sur notre communauté de communes, qui a quelques entreprises, mais qui a aussi beaucoup de territoires, de terrains où il ne se passe pas grand-chose et beaucoup de travaux à faire. On est certes sur une logique d'appropriation du foncier, mais avec un regard plus qualitatif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de qualitatif sur Kléber, mais ça s'est fait avec. Aujourd'hui, c'est presque devenu une priorité de dire il faut que ces friches-là, non seulement on les réinvestisse, mais on les réinvestisse bien. Peut-être ça va prendre un peu plus de temps. Alors, on s'est peut-être un peu tranquillisé aussi. C'est-à-dire que la fermeture de Kléber, chez nous, ça a été un cataclysme. Je pense, je voyais Frémin, Merlebach et les mines. C'est sûr que c'est pas comparable. Moi, j'ai pas je me permettrai pas de comparer, mais on a quand même vécu un cataclysme et quelque chose de très fort, y compris socialement. Donc, l'état d'esprit de se dire on va faire du qualitatif, on en a fait, mais ce n'était pas au top des priorités. La prise en compte de l'environnement de la zone, ce n'était pas au top des priorités. Aujourd'hui, on l'intègre complètement dans la réflexion dès le début. Il y a ce qu'on va mettre dans cette friche, comment on va réinvestir et comment on va s'y sentir bien, comment on va y accéder en pensant à des politiques de mobilité douce, de transport en commun, pas seulement une logique très industrielle et très activité à 100%, mais aussi comment on y vit et comment on l'intègre dans le paysage de l'intercommunalité. Quand vous commencez à avoir 3, 4, 5 friches, évidemment, il faut quand même que ça puisse être quelque chose qu'on regarde avec fierté, hein, le réinvestissement de la friche, et qui s'intègre aussi dans les préoccupations environnementales qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question, Claudine. Oui, c'est très bien. Moi j'aimerais d'ailleurs, je salue Jérôme Raymond qui nous a rejoint. Jérôme, je ne sais pas si on peut... Voilà, super Jérôme. Moi j'aimerais bien que Jérôme et Fabienne réagissent un petit peu à cette question-là. Comment, du côté de Pompée, du côté de Frémin-Merlebach, comment aujourd'hui vous construisez le sens de vos politiques publiques pour votre territoire de production, pour le réactualiser. Jérôme, peut-être? Oui, bonjour à tous, hein, je vous prie de m'excuser pour mon retard. Écoutez, sur la politique publique, c'est vrai que l'Interco, c'est surtout, enfin, le bassin de Pompée, c'est surtout construite au départ par rapport à la reconversion du site industriel, hein, des aciéries, où il y avait plusieurs milliers d'hectares, enfin pas milliers, mais plusieurs hectares en tout cas de disponibles. Et c'est en tout cas sur cette base-là, parce que c'était sur déjà plusieurs communes. C'était pas seulement sur une seule commune, mais c'était sur plusieurs communes avec des périmètres du coup et une taxe une taxe professionnelle unique à l'époque aussi, dès le départ, et qui a permis aussi de retravailler sur cette requalification en lien bien entendu avec tous les aménageurs, hein, toutes les ressources disponibles à l'époque de l'État, de la région, du département et des aménageurs type Solorem et autres. Et c'est vrai que les élus dès le départ,
enfin, on va dire l'activité économique, le développement économique a toujours été j'allais dire, le leitmotiv des élus, et le lien avec l'activité économique a toujours été très fort. Parce que c'est vrai que fin des aciéries en 86, bon, il restait à l'époque 3000 emplois, 3000 salariés. Ça n'a pas été fait dans la douleur, sans douleur, au contraire. Ça a été très. Les élus aussi de l'époque ont fait le choix de complètement raser, hein. On parlait de sens, un peu de l'histoire, en fait, d'avoir un peu les origines dans d'autres secteurs, hein. On voit sur Val de Fensch où il y a encore des traces du passé sidérurgique. Et il y a un souhait aussi, même sur d'autres territoires limitrophes à Eschbelval notamment. Et les choix ont été faits aussi de tout raser, de reconstruire vraiment et de diversifier l'activité économique. Parce que c'est vrai qu'on est aussi sur un territoire, c'est plus de la monoactivité, là c'est vraiment différents types d'activités avec de grosses industries aussi, mais avec une diversité d'activités. Et sur le sens des politiques publiques, dans un premier temps, on était beaucoup sur l'accueil d'entreprises et a beaucoup évolué maintenant aussi sur le service aux usagers, hein. J'excuse, c'est vrai, Martine Poirot, j'ai oublié de le faire en introduction, qui aurait bien voulu participer, qui malheureusement était retenue. Mais du coup, aussi, dans les politiques publiques, beaucoup évolué en termes de compétences sur la petite enfance, sur les compétences obligatoires pour les EPCI, et sur d'autres choses qui ont vraiment en lien avec les usagers, sur les voiries, sur les mutualisations aussi au niveau de la brigade intercommunale de police municipale. Donc, la dynamique au départ, le sens était de reconversion et d'évolution, et on en est, enfin, les communes, les 13 communes de l'Interco, on en fait aussi une mutualisation pour avoir aussi d'autres projets un peu plus d'envergure. Enfin, je ne sais pas si je réponds à la demande. Oui, on voit bien le lien là sur cette dimension qualitative et sur ce sens du service, de la qualité de l'accueil. Donc, Fabienne, sur Frémin-Merlebach, est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui émerge aujourd'hui sur le sens de vos politiques publiques dans cet accompagnement finalement de l'actualisation de l'attractivité de votre territoire dans sa dimension production? Alors, avant de répondre précisément à cette question, je reviens un petit peu sur l'historique. Alors, j'entends bien les transformations de Toul, de Pompey, des territoires que je connais par ailleurs. Frémin-Merlebach était effectivement la ville-centre et le siège des houillères du bassin de Lorraine. Donc, on n'est pas sur de l'entreprise privée, hein, contrairement à Kléber et les aciéries de Pompey. On est vraiment sur quelque chose qui était totalement porté par l'État. L'État avait de longue date prévu et anticipé la fermeture des différents sites d'extraction minière. Il y a eu ce qu'on pourrait appeler une grosse convention de revitalisation avec des fonds dédiés et des fonds assez conséquents, puisqu'on parlait de plusieurs millions d'euros par an. C'était donc le FIBM, le Fonds d'industrialisation des bassins miniers, qui a donc aidé les territoires à se reconvertir, à aider les entreprises présentes à se développer, à aider aussi les territoires à réaménager des grands espaces, dont des friches minières, pour en faire du foncier à vocation économique. Alors, le problème de Frémin-Merlebach, c'est qu'en fait, on a fait partie des derniers à se reconvertir, puisque les derniers puits sur le bassin minier, la fermeture des derniers puits remonte à 2004, et c'était à Creuswald, et juste avant, 2003 à Frémin. Donc 2003, on va dire que sur la temporalité et surtout dans le développement économique et dans l'implantation d'entreprises, c'est relativement récent. Donc voilà, on a effectivement commencé à faire des zones économiques autour de Frémin-Merlebach. Ça a démarré dans les années 80. Mais bon, ça va peut-être un peu moins vite quand effectivement on part avec un petit décalage, parce qu'en 80, il y avait encore une très forte présence de l'extraction minière et de toute la dynamique qui va avec. Et ça s'est arrêté, malgré le fait que l'État avait anticipé, ça s'est arrêté un petit peu d'un seul coup. Donc ça a été aussi, comme à Toul, avec la fermeture de Kléber, une espèce de séisme avec aussi un petit handicap. Et là, c'était aussi une question que je voulais poser aux différents interlocuteurs, c'est comment les territoires sont structurés.
historiquement, je sais que je l'ai déjà évoqué avec vous, Claudine et Corentin, mais Frémin-Merlebach est une ville de 13 000 habitants qui ne dispose pas d'un lycée général, parce que historiquement, les enfants de Frémin-Merlebach étaient destinés à aller au fond, avoir des postes de mineurs de fond. Donc on n'a pas forcément envisagé de formation spécifique, on n'a pas de lycée général. C'est un petit peu aussi un handicap pour faire venir des familles, pour faire venir des jeunes couples avec des enfants en bas âge. Est-ce que justement Toul, Pompey sont dimensionnés par rapport à ça? Quelle est d'ailleurs la dimension des territoires? Il y a combien d'habitants à Toul? Il y a combien d'habitants à Pompey? Quels sont les atouts du territoire pour faire venir de nouvelles familles? Parce qu'on parle d'attractivité, on parle de faire revenir des gens et des entreprises pour redynamiser, mais il faut un certain nombre d'atouts qu'on n'a pas forcément au-delà du fait d'avoir des gens très dynamiques avec de beaux équipements. Mais voilà, il y a quand même aussi quelques petites choses qui sont importantes et qu'on n'a pas. Donc on part peut-être avec un handicap un peu plus important, avec aussi une image de marque qui est pas toujours très qui est difficile à faire changer, hein, de par l'historique minier, et on est un peu on n'est pas sur les on est bien situé géographiquement, mais on est moins bien situé que le sillon lorrain. Vous êtes sur le sillon mosellan, Meurthe-et-Mosellan. Vous êtes sur la 31. Donc voilà, c'est aussi des atouts que vous avez qu'on n'a pas. Vous êtes transfrontalier. On est transfrontalier, mais le transfrontalier, ça peut être, on l'a déjà évoqué, ça peut être une ressource, et ça l'est, parce qu'effectivement, beaucoup de gens traversent la frontière pour aller travailler, et heureusement qu'il y a de grands comptes en Allemagne, qu'il y a de la sidérurgie encore, même s'ils ont un peu réduit la voilure. Il y a de la sidérurgie, il y a des grosses usines qui consomment, enfin des gros sites de production qui prennent de la main-d'œuvre. Après, bon, ça peut être aussi une nouvelle source de difficultés de recrutement pour les entreprises qui sont en France, puisqu'il y a une aspiration à la fois de la main-d'œuvre et des consommateurs pour le commerce. Voilà. Donc voilà, il y a toujours des inconvénients et des avantages dans toutes les situations. Voilà. Merci Fabienne en tout cas de cette question. Alors Cécile, on voit bien, là il y a quand même une grande différence, l'État fortement présent, gros programme d'accompagnement, pas forcément voilà, la même dynamique réactionnelle, la même mobilisation des acteurs et des territoires. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Fabienne? Comment vous recevez sa question? Comment vous vous situez par rapport à ça? Alors, juste une précision, nous, on a eu aussi une convention de revitalisation, alors dans des montants moins importants. Nous, on n'a pas eu plusieurs millions par an, mais il y a eu une convention de revitalisation à la fermeture de Kléber, avec des ateliers de transition professionnelle pour les salariés. Donc, il y a quand même eu un suivi par l'État et des fonds injectés sur le territoire. Ça pose d'ailleurs la question de l'utilisation de ces fonds, mais ce n'est pas l'objet ce soir, parce que ce n'est pas toujours satisfaisant et pas toujours très transparent. Mais en tout cas, on a eu cette convention de revitalisation. Après, c'est vrai que moi, je partage la préoccupation de Fabienne. On n'est pas magicien, on a aussi le territoire qu'on a. On peut en faire quelque chose, on peut l'incarner, l'investir, mais il y a quand même une base qui est des fois plus ou moins favorable. Nous, on a la chance, alors pour répondre à la question, on est 41 communes aujourd'hui. Bon, à l'époque où Kléber ferme, on était 24 communes, mais on a eu 2 fusions. Bref, aujourd'hui, on est 41 communes et on est à peu près 45-46 000 habitants entre les deux. On a des lycées, plusieurs lycées, et c'est vrai que ça compte parce qu'il y a un tissu d'équipement scolaire qui est assez conséquent sur le territoire. Nous, on en est plutôt à se dire qu'on aimerait bien proposer des formations post-bac pour réussir à garder un peu de jeunes sur notre territoire et qui se forment sur des métiers qui peuvent être en tension chez nous. Donc voilà, la réflexion aujourd'hui, c'est celle-ci. On a de la chance d'avoir plusieurs lycées, dont un lycée professionnel, plusieurs lycées publics, un lycée privé, qui sont concentrés à Toul, hein, bien sûr, mais en tout cas, il y a une offre. Et puis, par rapport aux entreprises, c'est vrai qu'on est directement desservi par la 31, l'accès est facile. Et pour les salariés qui viennent,
on a quand même, c'est un mélange hein, chez nous. On a un territoire à la fois industriel et ultra-rural. Les 2/3 de notre territoire, c'est des petites communes rurales avec un accès au foncier qui n'est pas trop compliqué, qui n'est pas trop cher, des conditions d'accès au foncier donc, qui sont plutôt sympathiques pour ceux qui viennent chez nous, encore, hein, je ne sais pas combien de temps ça durera. Et il n'y a pas vraiment de tension sur le foncier. Donc ça aide aussi à avoir des arguments d'attractivité pour les familles qui arrivent. Voilà, c'est quand même. Alors, on a 41 communes. Je vois que Corentin a marqué 41. On n'est pas encore à 44. Hein, on en a 41. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Il y avait peut-être d'autres questions sur les atouts. Après, vous disiez des bonnes équipes dynamiques, ça compte. Moi, je crois que ça compte beaucoup. Alors, c'est sûr qu'une entreprise, elle vient aussi parce qu'elle est bien desservie en réseau viaire, parce que ça va être facile d'approvisionner, parce qu'elle peut éventuellement faire comment dire moi, des partenariats avec d'autres entreprises qui sont présentes. Nous, on le voit sur le thème de l'économie circulaire. Hein, il y a des entreprises qui bossent ensemble sur le pôle industriel aujourd'hui. Ça compte. Et après, je trouve que ce qui a beaucoup compté, nous, là, dans des réussites de négociation, d'implantation d'entreprise, c'est l'investissement des élus, leur disponibilité, leur accessibilité, leur simplicité, la capacité à négocier un prix. Parfois, on ne vend pas tout à fait le prix qu'on aurait voulu, mais on fait aussi cet effort-là pour accueillir l'entreprise. Et en ayant une vision à long terme, en se disant, bon, OK, on va peut-être passer à côté de quelques dizaines de milliers d'euros sur cette vente, mais à long terme, sachant que le long terme avec les entreprises, c'est compliqué, mais en tout cas, on essaye d'investir comme ça pour le territoire. Et je pense que là-dessus, le fait que les élus soient très facilement accessibles et que c'est facile d'avoir un rendez-vous avec le président ou le vice-président, de discuter avec lui sur le terrain qui nous intéresse, au-delà des équipes qui sont très dynamiques, ça compte. Je crois que ça compte aussi. Alors ça, c'est important, merci de le souligner. Jérôme, je crois savoir qu'à Pompée, effectivement, il y a eu une mobilisation réactive très forte, qui a d'ailleurs présidé à la création de la Comcom, et que cette question de la présence, l'accessibilité des élus est un élément phare aussi de la présence et de la capacité à attirer des entreprises. Enfin, la question de Fabienne, au-delà de cette reformulation, qu'est-ce que vous auriez envie de dire par rapport à ça? C'est vrai que sur Pompée, hein, il y a pas une ville-centre comme vous pouvez l'avoir sur Toul, et puis qui fait un peu on a 5 villes qui ont entre 4500 et 6000 habitants, qui partagent, on va dire, les problématiques communes hein, d'aménagement. On a qu'un seul lycée d'enseignement professionnel. On n'a pas de lycée d'enseignement général. C'est vrai qu'on est entre Pont-à-Mousson, où il y en a, Nancy, où il y en a aussi. On n'a pas de formation post-bac non plus. Mais voilà, il y a eu dès le départ aussi, de la part des élus, notamment Jacques Chérec, hein, qui était le pivot quand même au niveau de la reconversion, de la réindustrialisation. Un gros travail aussi pour amener des formations. L'AFPA notamment s'est installé et amener de nouvelles entreprises. Le lien avec les entreprises est très fort depuis plusieurs années, mais au départ, c'est construit, on va dire que le collectif entreprise hein, s'est construit en opposition à un souhait de la collectivité de créer le versement transport, hein, d'assujettir le versement transport, donc masse salariale de plus d'11 salariés. Et toutes les entreprises se sont fédérées à l'époque pour dire on n'en veut pas. Donc, de cette force-là, en fait, a été au fil des années, je peux dire renversé, mais en tout cas contrecarré en disant ben, essayons de travailler ensemble. Voilà, ils ont forcément un lien très direct avec les élus chez nous. Nos élus sont présents, là, pareil, et Parole d'entreprise sur le Toulois, mais il y a aussi un réseau d'entreprises sur Pompée qui est présent et qui anime le tissu éco, et les élus sont régulièrement associés, régulièrement présents à ces réunions-là, et c'est très apprécié. Et, et cette proximité, comme Madame Gardon le disait aussi, avec les entreprises est importante. Parce que ça, c'est apprécié, et c'est pas de la proximité juste pour de la proximité, c'est il y a un besoin, il y a une réponse, ou en tout cas, il y a une problématique qui est abordée, ou sur laquelle il y a des choses. L'image, elle est toujours industrielle. Hein. Quand elle est toujours, on a beau avoir un territoire qui a changé, en tout cas sur son site industriel, mais
cette image colle toujours de site industriel et ont du mal en termes d'attractivité, afin de travailler sur d'autres aspects de cadre de vie et autres pour attirer. Après, le territoire a aussi cette proximité avec la métropole qui fait qu'au niveau des résidents, hein, par rapport au mouvement pendulaire, on a quand même, alors sur les chiffres, elle date un peu maintenant l'étude, mais 35% des résidents qui vont travailler hors territoire et 45% de gens qui viennent travailler sur le territoire. Qui viennent de la métropole, qui viennent de Metz, qui viennent d'autres territoires, par rapport aussi au fait que les emplois créés par les entreprises n'ont pas forcément non plus tout le temps bénéficié aux résidents de par la spécificité des emplois et le besoin. Et ce que je voulais rajouter, moi, c'est voilà, c'est vrai que c'est cette problématique d'enseignement et de travail pour maintenir les populations, à un moment ou à un autre, c'est compliqué d'avoir aussi ces formations post-bac ou même ces lycées d'enseignement généraux, parce que de toute façon, la carte scolaire est vue à d'autres niveaux. Et quand on voit un peu la proximité avec ou Pont-à-Mousson ou Nancy, avec les axes de communication, voilà, c'est plus un axe, en tout cas, c'est un souhait, mais c'est plus un axe qui est travaillé en termes d'attractivité. Maintenant, c'est de travailler vraiment sur la petite enfance, sur le scolaire, voilà, l'école primaire, et sur la qualité en lien avec les communes, bien entendu. Alors, si je vous écoute, moi j'ai envie de poser une question à Cécile. Est-ce que le territoire de production, même en transformation, en évolution, est-ce qu'en termes d'attractivité, c'est compatible avec ce qu'on recherche en termes de cadre de vie? Comment, en tout cas, vous résolvez cette question, Cécile? C'est vrai que c'est une articulation qui n'est pas forcément simple, hein. Faire renaître de ces friches et continuer à rester un peu sexy pour les habitants du territoire, c'est tout un programme, hein. Alors, je le disais tout à l'heure, quand on récupère une friche industrielle comme Kléber, qui est ultra anthropisée, bitumée de part et d'autre, on part avec un historique, on part aussi avec des contraintes financières, et même si on améliore un peu l'image du site, on part quand même de l'existant et on n'a pas de planche à billets dans le sous-sol de la communauté de communes pour nous permettre d'en faire quelque chose de magnifique. Mais quand même, on a amélioré l'aspect de cette zone qui reste en périphérie de la communauté. Pour un habitant qui vient sur la communauté de communes, bon, déjà, c'est peut-être un peu tarte à la crème, mais il va aller regarder sur le site internet. C'est sûr qu'on vend des atouts autres que ceux de notre réindustrialisation et de nos friches. Nos friches, on en parle voilà, en discussion entre homologues ou voilà, en discussion professionnelle, mais on ne vante pas nos friches dans nos documents de communication, hein, pour aussi, l'articulation, ça passe aussi par de la communication, et on n'a pas que ça sur le territoire, donc on fait valoir qu'on a des espaces naturels sensibles, des équipements sportifs de qualité, de quoi accueillir la petite enfance, de quoi accueillir des élèves, des vignes magnifiques, une cathédrale splendide. Et on fait aussi, on donne envie aux habitants et à ceux qui voudraient venir s'installer autrement. Et nos friches, nos friches, on ne s'identifie pas à nos friches, on fait avec et on essaye de les améliorer, mais on n'est pas un territoire qui se qualifie par ses friches. En revanche, ça fait partie de notre parcours et on a dû faire des choses avec. Après, il est vrai qu'aujourd'hui, on essaie quand même d'améliorer le qualitatif de ces friches. J'en parlais tout à l'heure, faire du paysagement des friches, faire des itinéraires de mobilité douce. Le parc de Haye, il est dans la forêt de Haye. Il est à 2 pas de la forêt de Haye. Donc, on essaye quand même de trouver des fonctionnements entre on va dire ces zones qui sont antinomiques, hein. Vous avez la forêt et puis un parc d'activité économique juste à côté. C'est quand même pas, ça coule pas de source, hein, que les deux cohabitent. Et on est attentif aujourd'hui à l'aspect qualitatif des aménagements qu'on fait. Ça coûte un peu plus cher et ça met un peu plus de temps à se faire. Mais c'est pas que pour les habitants, c'est aussi pour les entreprises qui viennent s'installer, qui sont aussi demandeuses aujourd'hui d'une certaine qualité de l'environnement dans lequel elles s'installent. Voilà, il y a une part de communication, il y a une part aussi d'état d'esprit. Nous, on ne se qualifie pas comme un territoire de friche.
c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on a dû faire, mais on en a fait plein d'autres. Donc, ça compte aussi que dans notre état d'esprit, on ne se vend pas comme ça, surtout pas. Alors maintenant, une autre question, Cécile, parce que je prends, bon, en France, on a des tas de villes, bon, on a Lille, mais voilà, qui ont réussi à montrer que les friches pouvaient devenir, bon, Barcelone, etc., pouvaient devenir un must, parce que tout d'un coup, dans ces friches, on pouvait imaginer faire émerger des lieux un peu nouveaux, un peu hybrides, entre culture, économie, relations un peu plus articulées entre le monde de l'économie, le monde de l'environnement, le monde de la culture. Est-ce que vous avez aussi cette réflexion, au-delà de cet art de paysager un peu vos friches, de rebondir et de faire des friches, quelque part, des totems d'une forme nouvelle d'économie sur votre territoire? Alors, pour être honnête, aujourd'hui, non. En fait, culturellement, notre communauté de communes, elle n'est pas là-dessus. La politique culturelle, c'est aussi le fait d'avoir une ville-centre. Hein. Je pense que c'est vrai que Jérôme Raymond le disait tout à l'heure, ça change quand même pas mal de choses dans la façon d'agir et dans les moyens qu'on se donne et dans les politiques qui sont menées. Nous, aujourd'hui, la politique culturelle, ce n'est pas du tout la communauté qui la porte. Donc, peut-être que ça viendra, peut-être qu'on arrivera un jour à faire des sites un petit peu multifacettes qui permettent de faire cohabiter des activités qu'on n'imaginerait pas au départ faire cohabiter pour en faire quelque chose d'un peu intéressant, innovant, qu'on voit ailleurs, c'est vrai. Mais là où vous les voyez, c'est des collectivités qui ont quand même des gros moyens. Hein. On n'est pas dans ce cas-là, nous. Hein. Donc, on est quand même encore dans une logique d'abord, et je crois que ça fait partie de notre ADN, hein, de remettre de l'emploi, de remettre de l'activité, de fidéliser nos entreprises, de faire venir d'autres entreprises. On n'est pas encore à se dire, et tiens, si on faisait ce plus-là, un espace culturel ou un tiers-lieu, ou je ne sais pas. Les tiers-lieux, je pense que ça viendra plus vite parce que ça reste dans une logique économique. Les espaces culturels, ce n'est pas encore tout de suite, et je pense que ce ne sera pas pendant ce mandat, peut-être même pas celui qui suit, je ne suis pas médium, mais ce n'est pas dans notre ADN de raisonner comme ça aujourd'hui. Mais tout change. Hein. Moi, quand je suis arrivée dans cette communauté en 2008, je n'aurais pas imaginé qu'on allait investir le parc de Haye comme on le fait aujourd'hui, avec un parti pris beaucoup plus qualitatif et qui s'inscrit beaucoup plus dans la durée. Quand on est arrivé, et je vois comment on a géré le site Kléber, on a quand même essayé de faire quelque chose de pas mal. On n'était pas du tout à ce niveau-là de raisonnement. D'accord. Mais non, pour répondre à votre question, on n'est pas aujourd'hui là-dessus, nous. D'accord. Il y a Fabienne qui souhaite intervenir, puis après Fédois. Fabienne? Oui, alors Cécile a eu effectivement de belles paroles par rapport à l'identification en disant qu'effectivement Toul ne s'identifie pas au travers de ces friches. Et je pense qu'on peut reprendre ces propos à notre compte hein, sur la communauté de communes de Frémin-Mer-de-Bac. Effectivement, on fait avec, on essaie de faire avec le mieux possible. Alors, par rapport à Toul, on a peut-être, bon, on a beaucoup travaillé, on n'a pas loin d'une 60aine de kilomètres de pistes cyclables, parce qu'on a aussi un territoire non, un peu rural, mais surtout très vert. Et on capitalise là-dessus, puisqu'on a également, c'est également une friche minière, une carrière, la carrière Barrois, qui est magnifique. Hein. D'ailleurs, Claudine peut en parler, Corentin également, ils l'ont vu. Donc voilà, on va capitaliser sur ce qu'on a. On a peut-être aussi déjà en amont travaillé sur tout le culturel, parce qu'effectivement, on a inauguré il y a quelques années une très belle salle de 700 places, une salle de spectacle. On a également sur le territoire un complexe multisalle de 10 salles de cinéma. On a également une très belle médiathèque. On a des partenariats avec la base de loisirs du centre commercial Best qui s'est installé sur le territoire. On a une piscine intérieure, extérieure avec un espace bien-être. Et ce sont des équipements qu'on ne trouve pas facilement, on va dire, sur un rayon de 30, voire presque 50 kilomètres. Donc ça, c'est aussi des atouts. Par contre, effectivement, on a
Ça c'est le côté plutôt glamour et puis attractif, hein, puisqu'on parle d'attractivité. Par contre, on est le bassin d'emploi qui compte, qui a le plus fort taux de chômage en Moselle. Ce qui signifie qu'effectivement, on peut faire du qualitatif parce que je pense qu'on tend tous vers ça, mais on a un problème de niveau de vie. On n'a pas, on a peut-être qu'à Toul ou sur le territoire de Pompey, vous avez peut-être d'autres problématiques, mais nous, non, on a 12% de chômage sur le territoire. Donc on a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc effectivement, faire du qualitatif quand on réaménage des espaces publics, oui. Hein, je crois qu'il faut de toute façon faire ce qu'il faut pour tirer tout un territoire vers le haut. Et après, effectivement, comme vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises, il faut faire avec les habitants qu'on a, avec les moyens qu'on a. Merci Fabienne. Fédois, vous vouliez intervenir? Oui, tout à fait, en lien avec ces questions. Je voulais poser une question à Cécile qui concerne, on va dire, la trajectoire du territoire. Comment est-ce que vous souhaitez orienter votre territoire? Vers quel secteur aujourd'hui, en prenant en compte les enjeux économiques, sociaux, la pression peut-être sociale ou les besoins des habitants? Donc, vers quel secteur? Est-ce que c'est plutôt vers une spécialisation de ce territoire ou bien vous visez à diversifier les activités à travers ces friches et quelle cible, on va dire, quel objectif, quel secteur? Et j'avais aussi une question sur l'attractivité, donc en lien avec cette première question. Et quand vous parlez d'attractivité, qui vous ciblez en parlant d'attractivité? Est-ce que ce sont des investisseurs étrangers? Est-ce que ce sont les compétences spécialisées ou qualifiées? Donc voilà, j'aimerais juste avoir un petit éclairage sur vos objectifs. Alors, sur vers quoi on tend hein, dans nos... Si on est plutôt sur une logique de spécialisation, hein, si j'ai bien compris vos questions, ou si on garde un spectre large, alors on a la chance d'avoir pas mal de zones d'activité économique et d'avoir encore pas mal de fonciers disponibles. On a des friches, mais on n'a pas que des friches, il y a aussi des zones d'activité autres. On a raisonné quand même en filière. Le site Kléber est plutôt sur de l'activité tertiaire, de l'activité de service. Le pôle industriel Tout l'Europe, comme son nom l'indique, est plutôt sur de l'industrie. À Gondreville, on a plutôt de la logistique. Et sur le parc de Haye, pour l'instant, c'est assez diversifié. Mais ça part de l'histoire. Hein. Il y a différentes typologies d'entreprises qui étaient présentes, mais plutôt sur des types de PME. Voilà. Donc, on garde quand même cette diversité parce que même si on est aux portes de la métropole, les terres touloises ont quand même une identité propre et un fonctionnement assez autonome pour l'instant. Peut-être que ça changera plus tard. Donc, on n'est pas un territoire qui se spécialise, qui serait un tiroir d'un territoire plus large. On essaye d'offrir un maximum de possibilités d'activité, mais on oriente les entreprises. Une entreprise aujourd'hui qui vient chez nous, qui vient faire de la logistique, qui veut faire de la logistique, on ne va pas lui proposer n'importe quoi comme terrain. On essaye de rester aussi pour des logiques de nuisance, hein, puisqu'une entreprise de logistique, ça crée de la nuisance. Donc, il y a quand même tout un raisonnement derrière pour faire en sorte, et ça répond un peu à ce que disait Claudine tout à l'heure, pour faire en sorte que tout ça cohabite assez bien sur le territoire. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre première question. Tout à fait, oui. Et sur la deuxième question, ben, ça en découle un peu. Quelle est notre cible pour l'attractivité? On a plusieurs types de cibles en tant que collectivité. Bien sûr, il y a les entreprises, c'est vrai. De tout type, hein, du coup. Hein, c'est assez en lien avec la première réponse que je vous ai donnée. On a aussi bien des startups, on a des petites pépinières d'entreprises que des grosses boîtes. Il y a un petit peu de tout. Et nous, le challenge, c'est de rester un territoire intéressant pour ces différents types d'entreprises, parce que ce que nous a aussi appris la fermeture de Kléber, c'est que c'est très important d'avoir beaucoup d'œufs dans son panier et d'avoir une diversité d'acteurs économiques sur le territoire, de ne pas être dépendant d'un type de filière ou d'un grand compte sur le territoire. Il vaut mieux jouer la diversité. Et ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est qu'on a un tissu de PME
assez important et assez dynamique. Alors notre cible, voilà, c'est plutôt les PME, mais sur des types d'activités différentes. Ce n'est pas forcément des entreprises étrangères. Et puis, c'est peut-être notre point faible, ça. Nous, on ne prospecte pas tellement sur l'implantation d'entreprises étrangères. On est plutôt sur des entreprises françaises, voire région Grand Est. Certaines sont sur notre territoire déjà et veulent s'étendre, et c'est super. Et puis d'autres viennent s'implanter. Donc notre cible aujourd'hui, elle n'est pas tellement sur de l'étranger. Et c'est peut-être d'ailleurs quelque chose à investir. Mais notre cible, c'est aussi les habitants. Hein. Je veux dire, nous, on ne perd pas de ça de vue. Hein. Sur l'attractivité, j'ai presque envie de dire, même notre première cible, c'est les habitants. Hein. Là, on va refaire le centre aquatique pour offrir un espace spa, des coins ludiques un peu plus sympas pour les familles. Notre cible, c'est de fidéliser les habitants. On est sur une démographie qui est quand même pas terrible. Hein. On décroît pas, mais on stagne tout juste depuis des années. Certaines petites communes sont plutôt en croissance démographique, celles notamment qui offrent des conditions d'habitat intéressantes et plutôt très, très sympathiques à vivre. Mais la ville de Toul est en perdition de population. Donc nous, notre cible, c'est aussi la population. C'est que les gens aient envie de rester chez nous et qu'ils s'y sentent bien. D'où les services à la population, les crèches, les investissements qu'on fait sur nos services publics. Ça, c'est notre grande cible quand même. Hein, en termes d'attractivité. Okay. Alors, justement, Jérôme, c'est pas exprimé. J'aimerais bien quand même vous entendre parce que sur cette articulation qu'évoquait Cécile, territoire de production, cadre de vie, c'est quand même quelque chose que vous avez travaillé sur votre pôle presque devenu un campus à l'américaine avec des entreprises dans l'aménagement. Je parle de l'aménagement. On sent que vous avez souhaité capitaliser sur Eiffel et son identité d'innovation. Comment vous pourriez nous situer un peu cette trajectoire, comme l'évoquait Fédois du bassin de Pompée? Après, c'est vrai que dès la reconversion, il y a eu une volonté d'avoir un cadre de vie préservé, hein, notamment 35% de terrains des aciéries auparavant sont redevenus naturels. Bon, il y a aussi eu des opportunités par rapport à un contexte de sol hein, qui ne permettait pas de construire quoi que ce soit. Mais il y a eu une volonté en tout cas de remettre de la nature au sein des parcs d'activité. Ça n'a pas été simple au départ hein, parce que vous perdez du foncier économique et du foncier à vendre. Donc il y a aussi des arbitrages qui ont été faits et qui ont été tenus et qui permettent aussi maintenant d'avoir des pistes cyclables avec des éléments de vie où on voit la semaine, on voit le week-end, beaucoup de gens qui s'y promènent, qui viennent passer. Parce que c'est vrai que la localisation de ces espaces d'activité sont entre les deux rives du territoire, on va dire, entre un côté de rive et l'autre côté, où les dynamiques sont un peu différentes. Et là, il y a eu vraiment un souhait de préserver en tout cas ce cadre naturel et de le renforcer par rapport à l'activité de production, l'activité d'entreprise. Donc on travaille aussi davantage maintenant sur les services, les aménités à proposer en termes d'attractivité parce que malheureusement, contrairement aux Toulois, aux terres touloises où on n'a plus trop de foncier disponible, on y travaille en tout cas sur de nouvelles capacités, mais on n'a plus... on a heureusement réussi à reconvertir les sites et le foncier n'est plus dispo. Donc, on travaille plus sur les services, sur des restaurants interentreprises, sur du service sport sur la pause méridienne et puis sur d'autres aspects. Et on réfléchit du coup là sur un dernier espace qui n'a pas été requalifié, qui est pas une friche, mais qui est le seul espace qui n'a pas été retravaillé depuis la fin des aciéries, qui était l'ancien centre de recherche des aciéries, d'où aussi voilà, le souhait d'avoir mis cette marque Parc Eiffel Énergie parce que voilà, le fer pullé de la Tour Eiffel venait des aciéries. Mais du coup, de retravailler en fait cet espace de centre de recherche et de labo informatique et des aciéries comme un lieu de fabrique de transition, de campus des talents,
Et donc là, on est en train de retravailler avec l'Université de Lorraine et puis donc la Charity sur cette requalif de lieux et sur une démarche ensemblière donc, qui a fait l'objet d'un webinaire il y a quelques temps avec Martine. Et de retravailler vraiment sur ce cadre de vie et sur le lieu d'attractivité. Sur la partie, nous, implantation, attractivité, on est plus sur du développement endogène que sur le développement international, même si on a eu initialement beaucoup d'entreprises internationales qui se sont un peu implantées, puisque les plus grosses entreprises du territoire sont, en tout cas industrielles, sont à capitaux étrangers. Ça peut avoir un intérêt comme un inconvénient, hein, parce que du jour au lendemain, on peut être à la merci d'une décision d'actionnaire ou autre, mais il y a cet ancrage territorial de la part de ces entreprises-là fait qu'il y a aussi voilà, un marché de consommateurs qui est dans ce périmètre-là et qui fait que cette diversité d'activités comme ce qui était recherché permet d'absorber entre guillemets voilà, un mauvais coup d'une entreprise. Voilà, on a eu le cas il y a 4 ans où Manoir Industrie, une forge d'estampage, a été en liquidation judiciaire, c'était 190 personnes. Il y a eu un projet de reprise, mais voilà, il n'y a eu que 40 personnes. Par contre, le terrain voilà, est en train d'être retravaillé, requalifié avec l'entreprise pour y redonner aussi de la capacité foncière. Mais c'est vrai que voilà, on n'a pas une spécialisation non plus. C'est un souhait dès le départ aussi de ne pas vouloir spécialiser le territoire pour éviter, voilà, comme le disait Madame Gardan, l'impact d'une activité importante. Et donc, on a aussi un tissu de PME, de TPE et de sous-traitants d'entreprises, parce que c'est vrai que c'est toute l'activité service de sous-traitance des entreprises industrielles, pas uniquement du territoire, mais bien au-delà du périmètre. Enfin, on est plus sur du périmètre régional au niveau des entreprises sous-traitantes, et c'est des entreprises qui se développent, des TPE qui se développent. Après, sur la partie, enfin, on va dire sur la partie attractivité, c'est vrai que c'est quand vous avez plus énormément de choses à vendre entre guillemets pour les entreprises, c'est compliqué d'avoir une démarche d'attractivité avec cette cible-là, même si vous voulez attirer les compétences. Mais par contre, la démarche d'attractivité est plus sur le cadre de vie pour maintenir au niveau démographique la population, parce que on est plutôt dans une stagnation aussi, voire une légère baisse que d'une dynamique démographique, même si c'est un peu près la même problématique que sur le Toulois, où sur les zones rurales, un peu plus rurales, il y a une dynamique démographique parce qu'il y a de la capacité foncière d'accueil et d'habitat qualitatif. Et maintenant, il faut retravailler aussi sur les centres-bourgs, où il y a quand même voilà, une requalification à avoir, un retravail, et c'est beaucoup plus compliqué. Et maintenant, c'est vrai que les contextes de zéro artificialisation nette qui arriveront d'ici 2030-2050, enfin en tout cas 2030, il y a des premiers, vont aussi redonner voilà, peut-être d'autres opportunités pour retravailler sur ces cœurs de bourg ou sur ces requalifications. Mais pour l'instant, c'est pas forcément le souhait ou le besoin dans le parcours résidentiel notamment de personnes qu'on souhaiterait aussi attirer, de familles jeunes avec des enfants ou autres. Enfin voilà, il y a aussi d'autres besoins en termes de services. Et c'est ça qui est tout le travail maintenant enfin de l'intercommunalité sur nouvelle forme de collaboration, nouveaux services, au-delà du foncier disponible, parce que foncier, malheureusement, voilà, il y a plus de possibilités Il est à Toul, le foncier disponible. Alors, avant de poser une troisième question, il y a tout le foncier disponible, Cécile. Avant de poser une troisième question à Cécile, il y avait Fabienne peut-être qui voulait questionner. Fabienne ? Oui, moi j'avais deux petites questions, puisqu'on parlait tout à l'heure de politique publique. Est-ce que l'une de vos communes est entrée dans un programme, soit Action Cœur de Ville, soit Petite Ville de demain? Alors effectivement, ce n'est pas absolument nécessaire pour rebooster, pour requalifier un centre-ville, pour retravailler sur un certain nombre d'équipements, pour rendre encore une fois l'équipement plus qualitatif, hein, puisqu'on a beaucoup parlé de ça. Mais est-ce que vous êtes dans cette démarche-là? Première question. Et la deuxième question, on parlait de développement économique exogène également. Est-ce que vous travaillez en lien avec une agence de développement économique? Cécile ? Oui, j'y vais. Alors, Action Cœur de Ville, oui, on a la ville de Toul, effectivement, qui bénéficie d'un programme Cœur de Ville. Donc, nous, on est partenaire, mais ça reste quand même très piloté par la ville-centre, hein, avec les services de l'État.
De ce que je sais, les fonds mobilisés ne sont pas pléthoriques, mais ça permet, c'est un facilitateur pour avoir quand même des financements sur les opérations, d'être labellisé, enfin estampillé cœur de ville. Donc effectivement, on a ça sur le territoire. Petite ville de demain, c'était posé pour Fougue, mais je crois que ça n'a pas été suivi d'effet. Sur ça. Et puis votre deuxième question, alors je fatigue, j'ai oublié la deuxième question, moi. Eh bien, c'était tout simplement de savoir si vous travailliez en lien avec une agence de développement économique pour faire venir des entreprises, Comment j'ai notamment pu, sur votre territoire, puisque vous avez du foncier. Donc, voilà, Oui, ça peut être aussi, on va dire, un accompagnement efficace. Oui, alors on travaillait auparavant avec l'agence de développement du pays Terre de Lorraine. On a un pays qui est assez dynamique et qui avait mis en place une agence de développement économique qui était aussi bien sur l'accompagnement à la création que l'accompagnement tout court des entreprises. Et puis les choses ont un petit peu changé et il y a une agence de développement, donc ça concerne aussi le bassin de Pompée, qui a été créée au niveau de la multipôle Sud-Lorraine. Les 13 intercos du Sud 54 sont rassemblés au sein d'une multipôle, c'est un pôle métropolitain en fait. Et une agence de développement économique à cette échelle-là a été créée et on a quand même gardé une antenne création Terre de Lorraine. Donc on est accompagné à deux échelles, on est bien accompagné. Et puis au sein de la communauté, les contacts entreprises, quand on en est là, c'est les équipes de la communauté qui le font. Les équipes et les élus, ce que je disais tout à l'heure. Donc, mais c'est vrai que l'accompagnement de l'agence, ça nous aide beaucoup et puis ça apporte aussi beaucoup de confort pour les entreprises parce qu'elles ont des interlocuteurs qui sont qualifiés, qui savent répondre à leurs questions. Donc, oui, ça, c'est un point important. Merci Cécile. Alors, je vais en profiter parce que là avance pour aborder une troisième question. Voilà, on n'a pas grande prévision à faire pour sentir que de nouveaux chocs vont se présenter, qu'ils soient annoncés, qu'ils soient planifiés, qu'ils soient exposés ou qu'ils soient encore complètement indéterminés. Comment vous envisagez cette adaptation ou les éléments déterminants de cette capacité finalement à accompagner, anticiper, prévenir, rebondir, transformer positivement ces chocs à venir. Comment vous vous situez par rapport à ça? Alors, vaste question. Alors, déjà, quand même, le fait qu'on ait aujourd'hui beaucoup de PME et qu'on n'ait plus une grande entreprise dominante, ça nous, peut-être à tort, ça nous tranquillise un tout petit peu. C'est-à-dire que des grands chocs comme Kléber, on n'a plus d'entreprise comme Kléber sur le territoire. Mais on a encore Saint-Gobain à Fougue. Il y a quand même pas mal d'emplois. Donc, c'est un point d'attention chez nous. C'est pas un secret, c'est quand même des entreprises qui sont régulièrement menacées dans leur pérennité. Donc c'est effectivement un point qu'on anticipe. Ce qu'on a fait, nous, au niveau en anticipation, on va dire, on s'est mis d'accord. Il y a eu un pacte qui a été passé entre les élus des communes, un pacte financier et fiscal commune-communauté, où je ne vais pas rentrer dans le détail de ce sur quoi on s'est mis d'accord, mais en tout cas, il y a une clause de ce pacte, il y a eu pas mal de choses là-dedans, mais il y a une clause de ce pacte qui prévoit que en cas de fermeture d'une grosse entreprise comme celle de Saint-Gobain, puisque voilà, on espère que ça n'arrivera pas, mais voilà, il y aura un mécanisme de solidarité financière commune-communauté, à la fois vis-à-vis de la commune qui perdrait son foncier et à la fois vis-à-vis de la communauté. Donc, je vous passe les détails par le jeu des attributions de compensation, les reversements, etc. On a voté ce pacte, les élus ont voté ce pacte à l'unanimité il y a 3 ans. Et dans les clauses de ce pacte, effectivement, on envisageait des mécanismes en cas de fermeture d'une grosse entreprise. Alors ça, c'est une anticipation financière. Ça ne résout pas tous les problèmes, une anticipation financière. C'est quand même une manière de dire qu'on y pense. Après, l'entreprise, tant qu'elle est là, on est très content qu'elle soit là et on n'est pas non plus déjà à tirer des plans sur la comète de quand elle sera plus là. Il faut être honnête.
on n'est pas dans cet état d'esprit. Mais on sait que quand une grosse entreprise ferme, même s'il y a de l'accompagnement de l'État, hein, il y a des mesures de compensation de l'État, ça dure, et puis ça dure 3 ans, et puis après c'est fini. C'est quand même un gros challenge financier et pour la communauté et pour la commune. Et que ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que ce point-là financier, il faut quand même l'anticiper, même si on ne pourra pas compléter complètement le manque à gagner, on pourra peut-être amortir le choc. Et ce qu'on se dit aussi, c'est qu'on a une certaine expérience des friches et qu'on ne sera pas tout à fait démuni sur le mode opératoire, sur les points de vigilance, les pièges à éviter, etc., si de nouveau on était confronté à la gestion d'une friche. D'accord, ok. Donc, voilà, qui a été pris a bien appris, en gros, sur votre territoire, il y a cette culture. Et puis, est-ce que, au-delà des leviers techniques, vous sentez qu'il y a des éléments qui sont de l'ordre de l'état d'esprit, de la façon d'être, qui peut aussi prévoir ou prévaloir. Tout à l'heure, on parlait de l'implication des élus, de leur accessibilité. On pourrait parler d'une capacité des gestionnaires de la collectivité à voir un problème, derrière un problème, l'opportunité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'état d'esprit qu'un territoire a pu capitaliser avec ses acteurs suite au choc qu'il a vécu, et en quoi ça peut être une clé, une ressource pour l'avenir? Et comment ça s'incarne à Toul? Ouais. Oui, c'est juste. Alors, il y a bien sûr la mobilisation des élus. Tant que l'entreprise est là, quand il y a des signaux de fragilité ou de remise en cause, ils se mobilisent et ils savent se mobiliser en réseau, actionner les élus nationaux, etc. Mais bon, ça, je pense que tous les élus le font. Après, c'est vrai que on a quand même appris que de nos chocs, là, on avait réussi à faire quelque chose de pas mal pour le territoire. Je crois qu'aujourd'hui, je disais, la fermeture du Michelin, c'était catastrophique, mais aujourd'hui, la zone Kléber telle qu'elle est, elle offre plus de dynamique économique au territoire, plus d'offres d'entreprises différentes, plus de sécurité financière aussi à la collectivité. Donc, ça ne nous affole pas trop. Un grand compte qui s'en va d'un territoire, c'est toujours angoissant, mais ce qui peut en être après peut être plus solide pour le territoire. Donc, ça, je pense qu'on l'a appris et c'est pas pour se rassurer à bon compte. Je pense que c'est une réalité. Après, ce qu'on se dit aussi, c'est qu'on a intérêt, dès que il faut rien lâcher quoi, dans ces cas-là. Il faut rien lâcher sur le prix du foncier, il faut rien lâcher sur la convention de revitalisation, il faut rien lâcher sur la transparence des comptes. Faut rien lâcher sur les histoires de dépollution des sites qui sont des chèques énormes à faire et l'entreprise qui s'en va, elle a une responsabilité environnementale. On a appris tout ça du départ de Kléber, mais aussi du départ de l'hôpital de Dommartin. Et puis peut-être aussi la leçon, c'est qu'il faut... Ah, c'est marrant parce qu'il faut à la fois, je pense, être réactif et savoir se mobiliser, s'entraîner, et en même temps accepter que tout ça va prendre du temps. Et que la collectivité, elle va devoir injecter massivement de l'argent, qu'elle va devoir aller chercher des cofinancements partout sans jamais rien mettre de côté, mais que tout ça, ça va prendre du temps, ça ne se fait pas. Parfois, il y a un raisonnement en temps de mandat. Et bien, quand on est confronté à une friche, le mandat, il vole en éclats. C'est sur 3, 4 mandats qu'on arrive à... Enfin, de mon expérience, moi je ne sais pas comment ça s'est passé ailleurs, mais de ce que j'entendais tout à l'heure de Fabienne Hutte-Laurent, j'entends aussi que ça a pris un certain temps. Il faut plusieurs mandats pour se remettre et pour avoir réussi à transformer cette friche en quelque chose qui tourne pour le territoire. Et ça, je pense que les élus l'ont compris aussi. En tout cas, les élus des équipes actuelles, hein, il y a eu une certaine continuité, même s'il y a eu des changements de présidence. Ils ont intégré ça, qu'on ne peut pas tout régler en un mandat. De toute façon, financièrement, ce n'est pas possible, hein, déjà.
Alors, moi, je voudrais compléter parce que là, on parle de l'état d'esprit, justement, de cette façon, de ces valeurs que vous avez capitalisées sur cet accompagnement des transitions et des transformations. Tout à l'heure, on parlait d'accessibilité des élus, on parlait de la réseau d'acteurs. Donc, on voit bien que l'image, l'attractivité d'un territoire, c'est aussi des dimensions plus subtiles, des dimensions qui sont plus en termes de valeur, en termes d'identité. Comment maintenant, si on résume un petit peu tout ce que vous venez de dire, avec un point de vue particulier, c'est que nous sommes des jeunes compétences qui cherchons voilà, à contribuer à un territoire, soit directement une entreprise, soit à créer quelque chose sur un territoire. Selon vous, qu'est-ce qui fait que vous auriez matière, Cécile, sur votre territoire, à attirer des jeunes talents? Jeunes talents, entendons-nous, hein, voilà, on peut être jeune talent à 50 ans, 60 ans, même si on n'a pas la même psychologie, les mêmes attentes, les mêmes modes de vie qu'à 20 ans. Comment aujourd'hui, sur quelle base vous raisonnez en termes d'attractivité de ces populations cibles? Ben, alors, je dirais s'il y avait plusieurs ingrédients qui semblent importants, voire presque indispensables, c'est quand même d'avoir du foncier à leur proposer, quand même, d'avoir un terrain d'atterrissage qui corresponde, parce que les jeunes talents, s'ils viennent chez nous, c'est qu'ils ont une envie, ils ont un projet, ils ont un business plan, donc c'est quand même d'avoir quelque chose à leur proposer de concret pour s'installer. Du tout début, ça peut être une cellule dans une pépinière d'entreprise, et puis au bout de quelques années, un passage en centre d'affaires, et puis au bout de quelques années, ils vont trouver un terrain d'atterrissage pour s'installer, pour faire leur propre entreprise. Donc il y a déjà une réponse qui est presque très matérielle, hein, c'est d'avoir la capacité de les accueillir en fonction de là où ils en sont, eux, dans leur projet. Et on a là, à proximité, derrière le siège, une pépinière d'entreprise. Parfois, c'est juste ça qu'il faut pour démarrer. Et c'est l'utilité de ces outils-là, d'ailleurs. Hein. Et puis, parfois, on accueille des jeunes talents, ils en sont déjà plus loin, ils sont plus gourmands, ils ont envie de construire un truc, ils ont déjà fait un projet, voilà, c'est peut-être des jeunes talents de 50 ans plutôt, enfin bref. Donc, il faut déjà, je pense, avoir la réponse à leurs besoins d'installation. Et d'avoir ce panel-là, cette possibilité de diversité comment dire, moi j'ai du mal à trouver les mots, mais diversité d'équipements ou de terrains possibles pour répondre à leurs aspirations. Et puis après, il faut leur consacrer du temps, les recevoir, écouter leurs projets, mesurer quelle est leur solidité financière. Est-ce qu'on va négocier le prix du terrain ou est-ce que peut-être on va faire un pari en négociant pas trop le prix du terrain, peut-être en rabaissant un petit peu nos visions, hein, le prix d'équilibre qu'on avait imaginé. Donc, il y a des moments d'échange, d'écoute et puis d'adaptation. Moi, en tout cas, ça fonctionne comme ça beaucoup aujourd'hui, où on ne raisonne pas forcément à chaque, comment dire, chaque vente n'est pas forcément raisonnée indépendamment, mais on se dit que dans la globalité, peut-être je vais faire un effort là, mais j'en ferai moins ici avec un client plus solide, dans une fourchette qui reste acceptable parce qu'il faut respecter le prix du marché. Il faut être capable de leur donner effectivement des outils. Quand on dit les agences de développement, c'est quand même vraiment bien quand on peut accueillir, en tout cas je parle pour chez nous, hein, quand on peut accueillir des jeunes talents et qu'on leur dit, vous savez, vous n'allez pas être tout seul, parce qu'on a des agences qui vont pouvoir vous accompagner dans le montage de votre projet. Nous, on est là, on vous écoute, on est plus sur où est-ce que vous pourriez être sur le territoire, comment on peut se mettre d'accord sur un prix, c'est quoi votre calendrier, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient faciliter. Mais après, pour la création d'entreprise elle-même, cet accompagnement-là, il est formidable. Et puis à la fin, tout à l'heure, Jérôme Raymond en parlait, le fait qu'il y ait des réseaux associatifs d'entreprises, hein, chez nous c'est Parole d'entreprise et à Pompée, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais vous avez aussi un réseau qui est assez actif, ça aussi, ça compte. C'est-à-dire que l'entrepreneur, après une fois qu'il est installé, il peut faire partie d'un collectif et échanger sur des problématiques professionnelles, trouver des points de communication,
voilà, être un peu moins isolé en tant qu'entrepreneur sur le territoire. Donc c'est un peu tout ça la recette. Il y a une part d'humain, il y a une part de ce qu'on peut leur offrir. Et puis il y a tout l'accompagnement finalement, parce qu'un jeune talent, il a quand même besoin d'être épaulé. Alors maintenant, je change de cible, Cécile, et je prends les jeunes compétences dont ont besoin les entreprises installées sur votre territoire. Comment vous estimez avoir un rôle ou pas pour finalement faciliter l'arrivée, l'installation de jeunes compétences qui vont accepter de venir travailler pour telle ou telle entreprise sur votre territoire, qui vont peut-être s'y installer, fonder une famille, implanter voilà, leur famille existante. Pour cette cible-là, comment vous voyez les choses? Vous voulez dire pour les personnes qui vont bosser dans les entreprises et qui voilà. doivent avoir envie de s'installer sur le territoire. Là, on est Mm. vraiment aussi sur de l'accompagnement, c'est-à-dire que je donne un exemple concret, hein. Alors, ça ne répond pas à tout, mais quand on a réfléchi à la requalification du parc de haies, on s'est posé la question de la mobilité. Parce qu'on voit des jeunes ou des gens qui sont embauchés dans ces entreprises-là, qui viennent en bus, qui terminent à pied pour aller jusqu'à leur entreprise. Donc, on a rencontré, nous, les chefs d'entreprise, en disant on peut proposer une desserte pour améliorer le quotidien de vos employés, surtout que la mobilité, ça devient quand même un sujet assez crucial pour les familles et pour les particuliers. Donc, il y a une espèce de travail de partenariat entre les chefs d'entreprise et la communauté pour dire est-ce que c'est pertinent de faire une offre de mobilité? Est-ce que ce serait de nature à vous aider, vous, dans vos recrutements et même dans la fidélisation de vos employés? Parce que c'est un sujet. Sur le parc de haies, il est immense, le parc de haies. Quand vous arrivez au bus à un endroit, vous n'êtes pas du tout arrivé à votre entreprise. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on peut faire tout en restant dans le cadre de nos compétences. Et puis après, il y a on n'identifie pas forcément que c'est des gens qui bossent dans les entreprises qui viennent chez nous, mais évidemment, ce public-là, il s'adresse à la communauté pour trouver une place en crèche, pour inscrire des gamins à l'école de natation, pour avoir des informations sur tous les services publics qu'on gère en direct. Donc, on est une interface, on essaye de faciliter les choses, d'apporter un maximum d'infos. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça aujourd'hui. D'accord. Mais en fait, c'est-à-dire que nous, quand on ne va pas au-devant de ça, pour être honnête. À part sur la mobilité, où on s'est dit qu'il faut qu'on aille au-devant. Oui. Voilà. On doit Ok, c'est clair. J'aimerais bien que Claire ou Sama, Fédois, vous puissiez aussi peut-être soit questionner, soit faire un rapport d'étonnement sur ce qui vient d'être échangé. Qui souhaiterait intervenir? Claire, est-ce que vous auriez un petit rapport d'étonnement ou un questionnement? D'étonnement, de questionnement, pas vraiment. Non, je suis très attentive à tout ce qui se dit. La question des mobilités, c'est vrai que c'est un sujet central, hein, parce que quand on pense jeunes talents, enfin jeunes surtout, qui est dans la partie jeunes talents, c'est vrai que les mobilités sont plus complexes. C'est une génération qui n'a pas nécessairement toujours ni les moyens ni l'envie d'avoir une voiture. Donc c'est vrai que les transports publics sont quand même essentiels. Mais là-dessus, moi, la question plutôt que je voudrais poser, parce que comme vous le dites, c'est une bonne réponse, mais c'est une partie de la réponse. Est-ce qu'il y a des démarches ou au sein de ces collectifs d'entreprises, ou au sein de la collectivité, ou entre les entreprises et la collectivité, pour aller vraiment débaucher des jeunes talents et avoir une démarche, on va dire, d'attraction de talents hors du périmètre où vous êtes, périmètre Grand Est, voire périmètre France? Et est-ce qu'il y a une stratégie on va dire, de récupération des jeunes talents, parce qu'on sait que beaucoup de jeunes vont quitter le territoire pour faire leurs études ou juste après leurs études, mais pourraient potentiellement y revenir au moment où ils veulent fonder une famille, etc. Donc, est-ce que vous avez des politiques ou des réflexions sur ces sujets-là? Moi, c'est plus ça la question que je voudrais poser. Alors, dans ce qui nous regarde, hein, parce qu'on n'est pas entreprise, on est collectivité, donc on fait des missions d'intérêt général. Mais dans ce qui nous regarde, en tout cas, aujourd'hui, il y a une réflexion qui est menée pour qu'on améliore l'offre de formation sur le territoire,
pour que des jeunes qui aient été au lycée sur le territoire partent pas forcément à Nancy, à Strasbourg ou que sais-je, mais puissent trouver des filières de formation sur le territoire avec des débouchés métiers qui correspondent aux métiers qui sont un peu en tension chez nous. Donc la réflexion, elle est là. Nous, la pierre qu'on peut apporter, c'est ça. Enfin, c'est ça, c'est celle qu'on a identifiée en tout cas. C'est d'essayer de faire en sorte que les jeunes qui sont chez nous puissent trouver une issue d'emploi chez nous en passant par une case de formation chez nous. Et du coup, question complémentaire par rapport à votre réponse, est-ce que vous avez, enfin, vous avez peut-être pas d'ailleurs, mais des statistiques sur le pourcentage de ces jeunes-là qui vont dans ces filières, qui restent après sur le territoire ou pas? Ah ben pour l'instant, il n'y en a quasiment pas, puisqu'on n'a quasiment pas de formation post-bac. On n'a pas de formation. Je crois qu'il y a il y a peut-être, il y a eu, non mais il n'y a plus un BTS, il n'y a plus rien en post-bac. Donc pour l'instant, sauf erreur, parce que c'est vrai que ce n'est pas la communauté qui gère ça en direct, mais je crois qu'il n'y a rien. Enfin, on doit reconstruire les choses. On avait un CFA qui a fermé. D'accord. Je crois qu'il y a Fedwa qui voulait aussi. Oui, Fedwa, oui. Dans la continuité de cette question, est-ce que vous avez des actions qui ciblent, par exemple, les lycéens ou les jeunes, justement, élèves pour faire découvrir leur écosystème local et puis les pousser à revenir, même si aujourd'hui les formations sont en construction, voilà, pour qu'ils puissent savoir ce qui se passe sur le territoire, éventuellement avoir cette sensibilisation d'aller ailleurs, se former et de revenir après. Est-ce que... Alors oui, on a plusieurs manifestations comme ça. Il y en a une, je crois, c'était il y a 10 jours sur le territoire. Ça s'appelait pas Forum des métiers, mais c'était ce genre de choses où plusieurs représentants des métiers qui sont un peu en tension. Par exemple, assistante maternelle, par exemple. Les métiers aussi du sport, de maître nageur. Les métiers, alors il y a des métiers qui ne dépendent pas de nous, hein, c'était public-privé, ont organisé une sorte de forum à destination du grand public et aussi à destination des élèves qui pouvaient venir poser leurs questions, s'intéresser et voir c'est quoi la formation pour avoir ce métier et à quoi ça correspond, etc. Et donc, c'était vraiment des acteurs du territoire. Donc oui, ça, on le fait. Je vous avouerai que c'est quand même, ça reste une portée assez limitée. Hein, faut pas, c'est bien de le faire, je pense qu'il faut le faire, mais ce n'est pas la panacée non plus. Hein. Merci En Cécile. termes de public touché, bon. Merci beaucoup. Une autre question, Cédouane? Non, c'est bon? Non, c'est bon pour moi. Alors, Oussama, qu'est-ce que vous auriez envie de dire ou d'évoquer, vous qui êtes totalement dans la cible, hein, vous êtes jeune talent, vous n'êtes pas du territoire lorrain. Quand vous entendez cet échange à ce moment-là sur les jeunes compétences, les jeunes talents, mais aussi en étant sur un projet et en charge de projet, qu'est-ce que vous pourriez dire? Qu'est-ce que vous avez Moi, j'aimerais bien rebondir sur le dernier point concernant la formation. Ce qui me revient tout de suite, c'est durant une réunion avec un acteur de formation, justement, sur le territoire de Bassin-Pompée, qui est AFPA. Et ben, du coup, ce qui a été évoqué, c'est justement d'élargir un peu leur cible, justement, et de cibler un territoire qui est très intéressant, où il y a développement de l'industrie, etc., qui est justement, qui est le vôtre, et que là, vous parlez de l'absence de formation sur votre territoire. Est-ce que du coup, à un certain moment, vous considérez voir un peu l'offre sur les territoires avoisinants, notamment au Bassin-Pompée, pour voir un peu est-ce qu'il y a des choses à considérer, est-ce qu'il y a des choses à développer avec ces acteurs de formation, justement, qui peuvent développer de nouvelles formations, de travailler sur ramener un peu leurs experts au niveau national pour développer de nouvelles formations, répondre à une offre commune, mais qui ne trouvent pas justement qui ne trouvent pas assez d'étudiants, assez de stagiaires localement, directement sur le bassin Pompée, mais sur une offre globale, ça pourrait être envisageable justement. Est-ce que c'est une piste que vous considérez? Se servir un peu du point d'ancrage du bassin de Pompée et d'une espèce de mutualisation de. Je sais pas trop. Vous savez, nous, on est vraiment reliés à Nancy.
Je ne suis pas sûre que les jeunes, enfin, après, c'est une question qui est intéressante que vous posez, c'est vrai qu'on ne l'a pas investiguée du tout. Je ne suis pas sûre que les jeunes iraient, à défaut d'avoir une formation à Toul, je ne suis pas certaine qu'ils iraient à Pompée, ils iraient plus naturellement à Nancy. C'est notre territoire de rattachement. En tout cas, on est extrêmement proche de Nancy. Pour un jeune, il prend le train ou le bus et il y est tout de suite. Pour Pompée, c'est plus compliqué. Donc, je crois qu'il y a aussi des logiques très basiques comme ça qui vont pas forcément dans le sens de ce que vous dites pour les jeunes en question. Alors, si j'ai bien compris la question d'Oussama, si j'essaye de faire la traduction entre les deux, c'est en quoi des organismes comme l'AFPA, qui ont besoin de territoires qui leur permettent de déployer des plateformes métiers particuliers, qui ne peuvent pas développer ça sur Nancy parce que voilà, il n'y a pas les lieux locaux, qui pourraient se déployer effectivement sur un périmètre Pompée, Toul, pourraient mutualiser par rapport aussi à des bassins d'entreprises une offre de formation plutôt pour une formation qu'on appelle des filières de formation débouchés métiers, voire même reconversion, voire même qualification. Si je puis me permettre, il faut leur poser la question à eux. Chez nous, ils ont fermé Voilà. il y a 2 ans. Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Je ne suis pas dans la tête de l'AFPA. Je n'ai pas leur stratégie en tête. Ça pourrait être intéressant qu'il y ait des logiques de complémentarité de territoire. Mais je dis juste, attention, la complémentarité de territoire comme ça, vue de loin, ça paraît être une bonne idée. Après, il faut voir dans la vie pratique du jeune étudiant ce que ça représente. C'est juste ça ce que je dis. Mais moi, je ne suis pas dans la tête de l'AFPA, je ne sais pas comment ils voient. Nous, on a aujourd'hui un énorme bâtiment où il y avait l'AFPA il y a encore peu de temps, qui est vacant et dont on se dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose, notamment pour la formation des jeunes. Donc, vous avez une friche Ah oui, c'est pas une friche de la communauté, mais c'est une friche de la région, c'est une propriété de la région. Mais il y a une vraie réflexion là-dessus parce que, en gros, les jeunes, s'ils ne restent pas faire la formation à Toul, ils iront à Nancy. Ok. Bien, alors, comment c'est la boîte à frustration, c'est le moment d'échange, mais c'est qu'une étape. Moi j'ai déjà noté quand même un certain nombre de sujets qui seraient intéressants de mettre en pâture dans notre focus group autour, voilà, avec les différents publics cibles sur l'attractivité pour voir, eux, quelle est leur réflexion sur leurs sensations, leurs déterminants en termes d'attractivité. On voit que vous, en tout cas, au niveau de la collectivité, de vos responsabilités, au niveau des collectivités, on voit que la notion de formation des compétences, de filière de formation avec des débouchés métiers, on voit que l'articulation, territoire de production, cadre de vie sont des leviers importants. On voit que la revitalisation, l'ambiance, la mise en vie de vos centres-villes, de vos centres-bourgs, le fait d'avoir des terrains une offre foncière pour les familles, et y compris des choses plus subtiles comme l'état d'esprit, les valeurs portées par une collectivité. On voyait après ma mère Lebac et Fabienne était témoin des jeunes qui disaient mais finalement ce sentiment, cette valeur de solidarité sur le territoire que les mineurs nous ont partagé, pour des jeunes aujourd'hui, c'est un élément important d'attractivité. Vous voyez, on n'imagine même pas l'accessibilité des élus, les réseaux d'acteurs. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui mériteraient, et je vais vous demander chacun d'entre vous de le poser en titre de conclusion, si vous en êtes d'accord, et puis Cécile, vous garderez la conclusion générale. Voilà, qu'est-ce qui vous semblerait intéressant d'aborder dans ces focus group, y compris qui ne fonctionneront pas de manière isolée, mais où nous organiserons un peu des dialogues avec vous. Qu'est-ce que vous aimeriez aborder avec ces différentes cibles? Je ne sais pas qui veut commencer. Bon, on peut peut-être démarrer par Fédois, tout le monde va prendre la parole, et puis c'est Cécile qui terminera. Fédois, je vous propose de vous lancer.
Oui, alors moi, je me demande, je reviens un peu à cette idée qui a été évoquée un petit peu sur les transitions environnementales. On a parlé de l'économie circulaire. Et donc, par rapport à vos objectifs, à cette réorientation, reconversion des friches, comment est-ce que cette problématique d'économie circulaire, est-ce qu'elle représente un enjeu, une difficulté ou plutôt une opportunité? Donc, comment vous voyez ou comment vous intégrez cette dimension dans vos stratégies de reconversion, de développement du territoire? Mais est-ce que, si j'ai bien compris aussi, cette problématique ou cette question pourrait être un élément d'attractivité intéressant pour des publics cibles, hein? Donc ça peut Tout être à fait, tout à fait. Oui. Peut-être sur cette, je prendrai peut-être l'exemple de l'écologie industrielle, puisque ça a fait beaucoup partie de mes travaux de recherche. Et justement, la question, c'était comment est-ce que des flux d'écologie industrielle, c'est-à-dire le fait de recycler des déchets localement, de valoriser les déchets et créer un nouveau produit à partir de ça, ça pourrait être justement un levier d'attractivité sur le territoire. Moi, j'avais été au niveau du territoire dunkerquois, dans les Hauts-de-France, et des études ont montré que justement des entreprises sont venues s'installer sur le territoire parce qu'il y avait des flux, des opportunités de déchets, et c'était un facteur d'attractivité pour eux. Donc ça, c'est un exemple, l'écologie industrielle. Je pense que ça vous parle puisqu'il y a des territoires industriels, mais éventuellement l'économie circulaire, c'est plus large, ça peut représenter d'autres démarches. Donc voilà, Merci, comment est-ce que François. cela s'intègre dans l'attractivité? Donc, on va garder cette question. On va faire le tour. Je ne sais pas, Jérôme, face à un focus group, qu'est-ce que vous aimeriez voir, sur quoi vous aimeriez que des publics cibles, que ce soit des nouveaux entrepreneurs, des jeunes talents ou simplement des jeunes et des jeunes familles, qu'est-ce que vous auriez envie de questionner auprès de ce type de public? Moi, c'était plus comment aussi faire connaître davantage les opportunités de carrière dans les entreprises, les PME du territoire, plutôt que voilà, avec le lien ingénieur et entreprise locale. Parce qu'on a plutôt tendance, enfin, ils ont plutôt tendance, mais ça peut se comprendre de toute façon, d'aller sur les grands groupes par rapport à la richesse qu'on peut avoir sur l'aire urbaine nancéenne de formation, et de se dire qu'il y a des opportunités très intéressantes dans les entreprises, et comment travailler cette mise en relation, parce que bon, on essaie de le faire, mais on voit c'est très compliqué. Et comment faire davantage, voilà, ouvrir entre guillemets les chakras là, du côté étudiant et surtout du côté entreprise, pour une ouverture auprès de ces écoles. Certaines le font régulièrement, d'autres moins, et comment arriver à faire ces opportunités-là un lieu de captation des talents, et de maintenir ces compétences sur le territoire de l'Est de la France, enfin, et puis de l'aire urbaine nancéenne, pour voilà, qu'ils ne partent pas, entre guillemets, euh, sur d'autres secteurs, même si de toute façon, en sortant d'études, on a forcément envie voilà, j'avais cette envie-là aussi, sortant des études, d'aller voir ailleurs avant de revenir. Mais c'est à ce moment-là où on se dit, notre territoire est quand même bien, mais et il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de... Voilà, c'est comment essayer de travailler là-dessus, qu'est-ce qui, voilà, qui déclencherait aussi cette volonté de rester à l'issue des études locales. Bon, c'est l'opportunité d'un emploi, bien entendu, mais voilà, il y a aussi la renommée, et maintenant, on est plus aussi sur les valeurs des entreprises de RSE, qui peuvent permettre aussi, au-delà du métier, au-delà de l'opportunité de travail et du salaire, il commence à y avoir aussi, dans ces réflexions des étudiants qui sortent d'études actuellement, voilà, ce questionnement sur les valeurs. Et je trouve ça très, très intéressant, au-delà de toutes ces opportunités. Maintenant, c'est une goutte d'eau parmi la totalité, mais voilà. Non, mais c'est effectivement une question à aborder. Oussama, vous, qu'est-ce que
de ce que vous avez entendu ce soir, de là où vous êtes aussi au cœur de cette population cible. Quel sujet, quelles questions vous pensez opportun d'aborder dans un groupe avec ces populations cibles? Moi, c'est plutôt le lien, c'est une question qui me préoccupe justement de plus en plus, c'est le lien entreprise, citoyen, résident, habitant, lambda. C'est vrai que par exemple sur le bassin Pompée, on a un tissu industriel dont on est très fier, ça génère pas mal d'emplois. Bon, il y a quelques problématiques, bien évidemment, pour de la réalité de revenus, etc. Mais il y a justement une fracture qu'on sent de plus en plus entre justement ce tissu industriel. Voilà, qui a une certaine image un peu de modernité, etc. Et le résident, bassin Pompée, l'habitant. Alors, c'est vrai qu'il y a des communes où la fracture est beaucoup plus apparente que d'autres, mais justement, c'est comment faire ce lien, comment un peu faire converger, enfin, créer des passerelles entre voilà, le parc un peu, le parc industriel qui a une certaine identité et les résidents et les citoyens. Merci Oussama. Fabienne, pareil. Alors vous avez eu la chance de côtoyer pendant quelques temps 70 jeunes qui sont complètement dans cette cible. Si vous aviez justement dans le cadre d'un focus group un peu organisé à réactualiser cette question d'attractivité, qu'est-ce que vous aimeriez que ce focus group éclaire? De quelle manière on peut travailler sur la communication? Parce que tout ce que j'ai entendu ce soir, on se rend compte que beaucoup de territoires travaillent durement pour effectivement renverser la tendance par rapport à effectivement des territoires qui s'appauvrissent, industriellement parlant. Il y a plein de choses qui sont faites sur les territoires. Comment le faire savoir? Comment changer l'image qui peut être véhiculée par un territoire, hein, bon, là, je parle pour le territoire est-mosellan et sur l'ex-bassin houiller plus particulièrement. On a déjà commencé à répondre d'une certaine manière en lançant une marque de territoire, en disant, bah voilà, ici aussi on fait des choses, ici aussi on a des loisirs, voilà, ici aussi on est dynamique, on bouge, on peut faire des choses, mais on ne le fait pas encore suffisamment. Je crois qu'on fait beaucoup de choses, chacun sur nos territoires avec les moyens qu'on a, effectivement. Alors sur une temporalité, effectivement, qui va au-delà d'un mandat, de 2 mandats, mais on fait plein de choses, on fait plein de choses bien et on ne le fait pas suffisamment savoir. Et moi, je crois de plus en plus à la communication positive. Bah, ici aussi, on fait des choses sur tel ou tel territoire. On peut trouver des choses qu'on trouve peut-être aujourd'hui uniquement dans des grandes métropoles. Il faut changer de toute façon d'échelle par rapport à l'attractivité. Il n'y a pas que les grosses métropoles qui sont attractives. On peut proposer des choses et il faut le faire savoir surtout. Ok. Merci Donc, Fabienne. il faut travailler sur la communication parce qu'on fait tous plein de bonnes choses et on a trop cette image d'humilité, on ne sait pas forcément bien se vendre et ça c'est important. D'accord, donc voir à quoi ils sont sensibles. Eh ben, je pense que Claire, là maintenant vous avez entendu cet échange, qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à cette question Oui. Je suis désolée, je vais faire très très vite parce que j'ai malheureusement des obligations parentales qui sont en train de crier dans la pièce à côté, donc il va falloir que je file. Mais je fais vraiment très très vite. Je suis très intéressée par ce qui a été dit, et notamment par ce que disait Jérôme, parce que c'est justement le projet sur lequel on travaille aujourd'hui. Donc s'il y a des réflexions à apporter là-dessus, je suis très preneuse. On se posait justement la question de savoir s'il n'y a pas un travail collectif à faire entre territoires et entre le public et le privé pour justement créer une sorte, comment dirais-je, de marque employeur sur le territoire à destination justement de ces jeunes talents-là qui ne vont pas naturellement regarder vers nos territoires à nous, hein, parce que quand on prend les informations que peuvent nous donner les cabinets de recrutement, en général, même si les postes sont top, même si les salaires sont top, nos territoires ne sont même pas cochés dans la recherche, donc nos annonces malheureusement tombent
tombe dans l'oreille d'un sourd. Donc créer cette marque employeur qui est un peu ces deux aspects-là, c'est-à-dire ce côté engagement ESS, engagement durable, etc., des entreprises qui seraient dedans, et d'un autre point de vue, un engagement sur la qualité de l'offre d'emploi. C'est-à-dire que d'un côté, on a des attentes au niveau de cette nouvelle génération qui sont un peu différentes dans les paradigmes d'emploi, notamment sur les possibilités de progresser, sur le coaching, etc., tout ça, et sur une certaine flexibilité aussi qui est l'apanage de cette génération-là. D'avoir un peu cet effet de groupe collectif et d'avoir aussi un effet, on va dire, rassurant sur cette génération, qui est une génération beaucoup plus, comment dirais-je, mobile dans ses emplois, c'est-à-dire qu'il y a moins cette idée de je vais rentrer dans un poste et je vais rester 10 ans en carrière, c'est plus je vais passer d'une opportunité à l'autre, donc est-ce que je serais prêt à déménager sur un territoire sans savoir s'il y a d'autres opportunités, donc cet effet groupe, on va dire, de cette marque employeur-là, est une des réflexions qu'on a à ce sujet-là. Et pousser ça jusqu'à aller chercher, c'est-à-dire nous-mêmes de façon collective les talents. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce groupement d'entreprises de marques, on pourrait faire des pôles, entre guillemets, je ne sais pas moi, pôle recherche de cadres ingénieurs, recherche de cadres dans le métier du luxe, recherche de développeurs web, peu importe les besoins des territoires et des entreprises de vos territoires, aller chercher ces talents, leur faire découvrir le territoire et derrière enchaîner sur des entretiens d'embauche. Donc avoir vraiment une dynamique publique-privée pour aller chercher les talents parce qu'eux ne viennent pas nous chercher, et avoir un cadre de travail et un cadre de vie qui correspondent à ces attentes-là, parce que ce qui était dit tout à l'heure, le cadre de vie qu'on offre, au final, il est vraiment pas si mal que ça. C'est surtout de la méconnaissance, et d'autant plus si on mutualise ce qu'il y a sur le territoire, parce que c'est vrai qu'une ville ou un village, etc., en soi, peut paraître isolé, peut paraître ne pas correspondre à ce qu'attend cette génération, mais si on prend la globalité du territoire et la mobilité qu'il peut y avoir entre les différents territoires qu'on a sur l'échelle lorraine, il y a énormément de choses à offrir et je pense que c'est très méconnu. Donc avoir cette démarche d'aller chercher nous-mêmes les talents, de les attirer chez nous et de les matcher avec nos entreprises, c'est une des grosses réflexions qu'on a en ce moment et un des projets qu'on aimerait lancer. Donc je suis assez contente de voir que sans en parler, c'est vraiment les réflexions qui sortent un petit peu aussi de vos territoires à vous. Donc, je suis complètement ouverte pour discuter là-dessus et je pense que du coup, on reviendra. Mais je suis vraiment désolée, il faut que je file. J'avais prévu 19h, j'avais visiteur qui est là avec un enfant qui crie à côté, donc je dois malheureusement filer. Je suis désolée, mais complètement ouverte pour en parler là. Merci Claire, aller à ses obligations essentielles et voilà, on remaillera l'ensemble. Merci en tout cas. Je joignable là qui veut et merci beaucoup. Merci, à bientôt Claire. Alors Cécile, voilà, il vous appartient de conclure. Vous voyez un peu les atterrissages possibles des réflexions que vous avez ouvertes grâce à votre expérience. Qu'est-ce que vous auriez, vous, à nous dire sur cette voilà, façon peut-être d'aller interpeller ces publics cibles, les amener à éclairer tel ou tel point, travailler telle ou telle chose avec eux? Qu'est-ce que ça... Voilà, vous avez la conclusion. Je ne sais pas si ça répondra forcément à ce que vous dites, mais à l'issue des échanges qu'on a eus là et qui étaient vraiment super intéressants, moi j'ai l'impression que ce qui compte, c'est comment dire, moi, c'est d'avoir conscience qu'on est capable de faire de nos blessures des forces pour demain. C'est pas impossible. Il n'y a pas de fatalisme, même si il y a des territoires qui sont plus on va dire, plus avantagés que d'autres. Il y a toujours une possibilité de transformer un accident de parcours, même s'il est lourd, en opportunité pour le territoire. Mais ça demande de prendre en compte, déjà moi je suis assez d'accord, ça demande d'avoir une certaine fierté de son territoire. Et effectivement, il faut savoir communiquer sur ce qui fait qu'on est fier de notre territoire et sur ce qu'on est capable de faire, y compris dans les adversités qu'on a pu connaître les uns les autres. Donc, être fier de notre territoire, communiquer dessus, et puis ne pas avoir peur de la complexité apparente du chemin qu'il faut faire pour renaître de ça. Et tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ça part de faire quelque chose de ce foncier qu'on a sur les bras et au bout du compte, être capable de réfléchir
quand on a fait tout le chemin et qu'on a des entreprises qui peuvent être intéressées, de se dire oui, mais alors maintenant sur le territoire, est-ce que j'ai des offres de formation qui peuvent permettre à des jeunes de rebondir? Est-ce que je vais pouvoir mettre en relation des entrepreneurs et des jeunes talents? Le chemin, il est long, il est complexe, mais il n'est pas impossible. Simplement, il faut quand même être, je pense, bien équipé et en collaborateurs et en élus et en réseau sur le territoire, des réseaux d'entreprises, des réseaux de partenaires, des réseaux comme celui qu'on a là ce soir qui apporte plein d'éclairage pour que ce chemin il se fasse si possible sans rien rater. Il y a forcément des ratés et pour moi le plus important, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de fatalisme, qu'on soit fier de l'identité du territoire et qu'on embrasse tout ce que ça veut dire, une renaissance comme ça pour aller vers l'attractivité du territoire sans jamais négliger les habitants. Parce que j'ai beaucoup entendu parler des jeunes talents, des entreprises, etc. Ce qui fait d'abord les territoires, en tout cas moi de mon point de vue de DGS d'Interco, hein, ce qui fait d'abord notre territoire, c'est les habitants qui l'habitent. C'est pas très beau comme phrase, hein. En tout cas c'est les populations, c'est les familles qui l'habitent. Les entreprises, c'est un point qui est absolument important, c'est notre première source de fiscalité. Les jeunes entrepreneurs, les jeunes talents, c'est un point absolument fondamental. Mais à la fin, tout ce monde-là, c'est des personnes qui peuvent habiter le territoire. Et c'est ça notre préoccupation première, hein. Je l'ai lu dans plusieurs interventions et je me disais, bah oui, c'est quoi, effectivement, c'est quoi le lien possible entre l'entreprise et l'habitant lambda, j'aime pas trop ce mot-là, mais entre l'habitant, comment est-ce que je me sens appartenir à ce territoire en tant qu'habitant, comment je me sens concernée par ce qui s'y passe, comment je peux demain y travailler. Bon, voilà, alors ce n'est pas une conclusion très synthétique parce que de toute façon, c'est un sujet qui n'est pas synthétique et dont il faut admettre la complexité. Mais complexité, ça ne veut pas dire impossible à résoudre, hein. Ça veut dire que ça prend du temps et qu'il ne faut pas griller les étapes. Eh ben, merci beaucoup. Je pense qu'au-delà de la contribution à ce travail qui est fait avec le Sillon Lorrain et dont un premier atterrissage, j'espère, permettra un dialogue lors du prochain moment métropolitain. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est de vos échanges. Moi, j'ai vraiment envie de le partager avec nos publics étudiants. J'étais cet après-midi avec une étudiante, elle me dit, mais finalement, je lui demandais ses motivations en tant qu'ingénieur à venir s'ouvrir à ces questions territoriales. Elle me dit, moi, finalement, j'ai envie de prendre soin. J'ai envie de prendre soin des gens. Alors, je n'ai pas fait médecine, hein, parce qu'on voit où mène la médecine. Je suis ingénieur et je sais que par l'intermédiaire des questions du territoire, qu'en travaillant dans une collectivité, je pourrais prendre soin des gens, prendre soin du territoire. Moi, j'ai envie de montrer comment vous prenez soin de vos territoires et vous prenez soin des personnes, des habitants de votre territoire. Je pense que c'est déjà un premier levier de motivation. Si vous m'autorisez à utiliser cet échange aussi comme outil pédagogique, hein, je pense que là, on contribuera directement à motiver des jeunes à venir travailler dans vos collectivités. Voilà. On est preneurs. Merci beaucoup. Voilà. On en a déjà passé quelques-uns, y compris à Toul. Ah, Frémin-Merlebac, pas encore, hein, Fabienne. Là, non, il n'est pas venu à Toul, hein, finalement. Non, mais on avait. Ah, si, vous avez une fille l'année dernière qu'on a placée, puis vous en avez 2 anciens à Toul. Ah bon? Si. Oui. Ah, oui. Mais qui ont déjà un peu de bouteille. Hein. Ça fait 2 ans, puis l'autre, c'est un peu plus long. Ah oui, exact, qui sont au service environnement, exact. Oui. Voilà. Donc, on est redevable sur Frémin-Merlebac, donc on va voir comment on va s'y employer. En tout cas, merci beaucoup. C'est tout à fait réjouissant et moi, je suis fière de travailler avec tous ces territoires du Sillon, mais surtout avec cette ouverture et cette capacité à transformer les problèmes en opportunités. Je crois que là, on est bien parti. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée. À tout bientôt. Merci, bonne soirée à Bonne tous. soirée. Bravo. Bonne soirée. Bonne continuation. Au revoir. Merci, au revoir.